Il est 19 h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de Mandico Télévision. Tout de suite, le sommaire. À la une de ce journal, dans l'optique de redynamiser et réchauffer les relations entre la RDC et le Canada, en particulier dans le secteur économique, la première ministre Judith Suminwa séjourne depuis le dimanche 17 novembre à Ottawa, au Canada, où elle prendra part à la conférence Africa Accelerating 2024 qui ouvre ses portes ce lundi 18 novembre 2024. Procès forage et lampadaire. Lors de la reprise de l'audience ce lundi 18 novembre 2024, les avocats de François Roubota, ancien ministre du Développement rural, ont soulevé une exception d'incompétence matérielle de la Cour de cassation. Selon eux, cette juridiction n'est pas habilitée à juger leurs clients pour les faits reprochés qui relèveraient du tribunal de grande instance. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a marqué de son empreinte la relance industrielle du Haut-Katanga en inaugurant le dimanche 17 novembre la nouvelle usine de la compagnie minière Kiko à Kipushi, à 30 km de Lubumbashi. Cette cérémonie solennelle met en lumière la détermination du gouvernement congolais à redynamiser le secteur minier et à solidifier les partenariats entre entreprises publiques et privées. À toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. On ouvre avec l'usine minière de Kipushi Corporation Kiko qui vient de renaître de ses cendres à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré sa relance le dimanche 17 novembre. Cette usine est d'une capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. Sa relance est le fruit d'un partenariat entre Gécamine et le géant minier Ivanhoe Mines. Suivez ce commentaire que vous propose Rantaluya. La République démocratique du Congo redevient le premier pays producteur de zinc en Afrique. Cela passera par la nouvelle usine de zinc rouverte ce dimanche 17 novembre dans la province du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays, précisément dans la cité de Kipushi. Il s'agit d'une jointe venture entre la Gécamine et Ivanhoe Mines qui a accouché par cette réouverture de la production de zinc après près de 30 ans d'interruption. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a lancé cette nouvelle usine de zinc. Des officiels dont le ministre national, députés nationaux et provinciaux du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula et le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde ont assisté à cette manifestation. La nouvelle usine de Kiko SA, cette jointe venture entre la Gécamine et Ivanhoe Mines, voit le part social de l'État congolais à travers la Gécamine grimper, une hausse qui ira jusqu'à 80% d'ici 12 ans en tout. Pour le ministre congolais de Mines, son secteur se transforme progressivement en un levier majeur de création de richesses et d'emplois pour la population. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. Majoritairement consacré à la jeunesse, le discours du président de la République a appelé cette couche de la population à la vigilance après avoir lancé l'usine. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer, dans un premier temps, aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. La cité de Kipushi, située à près de 30 km de Lubumbashi, faisant la frontière avec la Zambie, verra ses activités économiques et sociales renaître au profit de la population de cette contrée. Et après Bakou, en Azerbaïdjan, où elle a pris part aux travaux de la COP29,
La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, participe au Forum Africa Accelerating 2024 qu'organise la Chambre de commerce Canada-Afrique avec le soutien du gouvernement canadien. Dès son arrivée, la première ministre Judith Suminwa a eu des échanges avec une délégation de la dite Chambre de commerce conduite par la présidente du conseil, allais-je dire, d'administration, Paola Caldwell. Suivez. Dans son intervention, la première ministre a reconnu l'expertise du Canada, notamment dans le secteur comme le mine, l'énergie ou encore la technologie. À cet effet, elle a lancé un appel pressant aux entreprises canadiennes à travers la Chambre de commerce Canada-Afrique à profiter des opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pour la PCA de la Chambre de commerce Canada-Afrique, la RDC est un marché qui intéresse plusieurs investisseurs canadiens. Pour Paola Caldwell, il s'agit de mettre en place un programme pour un partenariat solide avec la RDC dans les secteurs divers tels que les mines, l'agriculture, le tourisme, les technologies vertes et les télécommunications. Une visite sur place à Kinshasa est prévue l'année prochaine afin de présenter les compagnies canadiennes qui veulent faire affaire avec la RDC, a-t-elle souligné. L'arrivée des entreprises canadiennes prévue en 2025 est une première étape d'un long partenariat voulu pérenne entre les deux parties. Pour sa part, la première ministre a donné des garanties d'amélioration du climat des affaires en RDC. Côté canadien, on espère que les rapports commerciaux entre les deux pays iront croissant grâce à la détermination du nouveau leadership congolais. L'accession de Judith Suminwa à la tête du gouvernement vient booster les relations bilatérales RDC-Canada, notamment dans le domaine économique après une longue période de torpeur. Dans ce même chapitre, en séjour au Canada, la première ministre Judith Suminwa a rencontré le dimanche 17 novembre 2024 la diaspora congolaise vivant au Canada. Comme partout où elle est passée en dehors du pays, la chef du gouvernement a eu des échanges francs et directs avec ses compatriotes diverses et variées. La diaspora congolaise du Canada a salué la présence à Ottawa de la première femme à accéder aux fonctions de première ministre en République démocratique du Congo. Suivez ce commentaire. C'était une rencontre très attendue par la communauté congolaise vivant au Canada. Étudiants, entrepreneurs, journalistes, juristes, politiciens, chacun a évoqué les difficultés qu'il rencontre dans son secteur d'activité, mais aussi ses inquiétudes sur la marche du pays, notamment les conflits dans la partie est du pays. Pour sa part, la première ministre Judith Suminwa a apporté des réponses sur les efforts que son gouvernement fournit depuis son entrée en fonction. Des réponses qui ont convaincu un auditoire plutôt chaud. Parlant de l'agression dont est victime le pays à cause de ses nombreuses richesses, la première ministre a invité chaque Congolais à défendre le pays. De la crise dans l'est du pays au social du Congolais, en passant par les investissements et le développement du pays, la première ministre a assuré que son gouvernement ne ménageait aucun effort pour obtenir des résultats. Pour Judith Suminwa, tout n'est pas parfait. Certains peuvent voir le verre à moitié vide. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein, a illustré la première ministre. La diaspora congolaise du Canada a exprimé à la première ministre son désir de voir certaines dispositions de la Constitution être modifiées. Elle en appelle entre autres au vote d'une loi sur irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Pour eux, l'attachement à la RDC n'est pas négociable même après avoir acquis une deuxième nationalité. Répondant à cette autre préoccupation, la première ministre, qui s'est refusée à toute polémique, a fait savoir que ces genres de matières ne peuvent être réglés qu'à travers la révision de la Constitution justement. Que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses. N'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Et c'est là... Le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine
quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. Je pense que le président de la République, hier, il était à Lubumbashi, il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat, mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui que même la Constitution américaine, elle a des amendements, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas penser qu'en voulant se développer, tout changer, je n'en sais rien. Le président de la République a dit qu'il allait mettre en place pour l'année prochaine un comité avec des gens d'une certaine expertise, et je pense que ce sera une expertise variée, pour justement analyser et voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Pour elle, l'initiative lancée par le président de la République ne vise pas un troisième mandat, mais plutôt à apporter des réponses aux questions que pose la Constitution qui prévoit elle-même sa révision. Voilà pourquoi le président de la République a promis de mettre sur pied une commission qui va réfléchir sur la question de l'année prochaine. Après avoir reçu en priorité ses compatriotes, l'agenda canadien de la première ministre prévoit des rencontres de haut niveau avec des autorités et investisseurs canadiens. Parlons justice, cette fois-ci, deuxième audience ce lundi 18 novembre 2024 à la Cour de cassation de l'affaire mettant en cause François Roubota et Mike Kassenga dans le dossier de la construction des forages et lampadaires. Les avocats de François Roubota ont soulevé une exception d'incompétence de cette Cour. Ils jugent que leur client est poursuivi pour l'infraction de détournement des deniers publics, laquelle est punissable des travaux forcés alors que la loi n'a pas prévu de juridiction compétente en ce qui concerne les peines des travaux forcés. Ils demandent ainsi à la Cour de cassation de se déclarer incompétente. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis dans ce même chapitre, on parle justice toujours, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a poursuivi ce lundi 18 novembre 2024 avec l'examen de l'affaire coup d'État manqué du 19 mai dernier. À cette étape du procès, les 37 prévenus sont en train d'invoquer les motifs de l'appel qu'ils ont formé, c'est-à-dire en quoi il y a eu mal jugé au premier degré. Et regarde. Lors de l'audience du vendredi 15 novembre dernier, arrêtée suite aux conditions météorologiques qui n'avaient pas permis à la Cour militaire de poursuivre avec les auditions d'un grand nombre de prévenus, la Cour a reçu les moyens de certains prévenus issus de la catégorie de ceux recrutés dans la province du Congo central. Pour l'un des avocats de la défense, la décision du premier juge dans cette affaire a été prise sur base des suppositions et espère que le juge en appel va rétablir leurs clients dans leurs droits. Dans leurs interventions, comme leurs prédécesseurs, ils ont nié toute implication dans la démarche de Christian Malanga de vouloir renverser les institutions. Devant la Cour, ils clament leur innocence et affirment que s'ils avaient rejoint le groupe de Christian Malanga, c'est à cause de la promesse leur faite par le recruteur d'obtenir du travail au sein d'une ONG qui sera créée par certaines personnalités en provenance de l'extérieur du pays. Bien avant cette étape, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe s'était déclarée non saisie à l'égard des personnes acquittées au premier degré dans cette affaire. La décision a été rendue lundi 21
octobre à la suite des mémoires uniques déposées par ces prévenus dans lesquels ces derniers ont soulevé un moyen de forme. Ces 6 prévenus requérants constituent le groupe des personnes dites de chez Momo Hotel, à savoir la propriétaire de l'établissement, son mari et ses employés. Ils ont soutenu que le ministère public qui avait fait appel dans cette affaire n'avait limité son recours qu'à l'encontre des 37 prévenus condamnés et que de ce fait, il ne devrait pas les citer à comparaître en appel puisqu'ils ne sont plus partis au procès. Ils ont alors demandé à la cour militaire de Kinshasa-Gombe de se déclarer non saisis à leurs égards. Cette position a été suivie par cette cour. Au premier degré, sur 51 prévenus, 37 prévenus ont été condamnés à la peine de mort pour des infractions d'association de malfaiteurs, d'attentats et de terrorisme. Parmi eux figurent Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, Tiller Christian Thompson, Zalman Polum Benjamin et Nkele Mbouela Ruffin. L'expert militaire belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a également été condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs et attentats. Certains des condamnés ont écopé de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre. La révision constitutionnelle suscite un débat en République démocratique du Congo et une vive opposition de la part de plusieurs figures politiques, sociales et intellectuelles depuis son annonce par le président de la République. Toutes ces voix dénoncent unanimement une tentative visant à s'éterniser au pouvoir et pointer une interprétation erronée de l'article 217 de la Constitution. Regardez. Les débats sur la révision de la Constitution initiés par Félix Tshisekedi suscitent une vive opposition de plusieurs figures politiques, sociales et intellectuelles en République démocratique du Congo. Ces voix critiques dénoncent unanimement une tentative de manipulation visant à prolonger les pouvoirs du président au-delà de son dernier mandat. Moïse Katumbi, ancien candidat à la présidentielle, accuse Félix Tshisekedi de chercher à se maintenir au pouvoir au-delà de son second mandat. Il critique l'interprétation par les présidents de l'article 217, qui selon lui consacrerait la vente de la souveraineté nationale. Katumbi dénonce une manipulation visant à détourner l'attention de problèmes réels tels que la misère de la population et accuse le chef de l'État de trahir la mémoire de martyrs de la démocratie. Martin Fayoulou, autre figure de l'opposition, rejette catégoriquement l'interprétation présidentielle de l'article 217, qualifiée d'absurdité manifeste. Selon lui, cet article vise uniquement à promouvoir l'unité africaine et n'est légitime en aucun cas une cession de souveraineté. Fayoulou appelle à la priorité sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, connu pour sa défense des droits humains, dénonce une dérive autoritaire et un mépris de liberté fondamentale garantie par la Constitution de 2006. Délice Sanga, fervent opposant au changement constitutionnel, a dénoncé une tentative de révision pour un bénéfice personnel. Il refute également l'idée que l'article 217 expose la RDC à une perte de territoire. L'ancien député Claudel Loubaya accuse le président de vouloir orchestrer un coup d'État constitutionnel. Jean-Claude Katende, président de la ZADO, quant à lui, critique la politique des tâtonnements. Il accuse le président de manipuler l'article 217 pour justifier son projet de changement constitutionnel et appelle le Congolais à rejeter cette initiative. Tous ses opposants s'accordent sur un point: le projet de modification et de changement de la Constitution constitue une menace pour la démocratie et la souveraineté de la RDC. Ils appellent le Congolais à résister, à protéger l'intégrité territoriale et à prioriser la lutte contre la pauvreté et les défis socio-économiques. L'article 217, qui figure également dans d'autres constitutions africaines, est au cœur de cette controverse, mais des opposants jugent l'interprétation de Tshisekedi comme une stratégie de détourner l'attention des véritables problèmes du pays. Et dans ce même registre, après les meetings du chef de l'État, Félix Tshisekedi à Kisangani, dans la province de la Chopo, le 26 octobre, et celui de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, le 17 novembre, en manifestant clairement son intention de modifier la constitution de la République, l'opposant Martin Fayoulou Madidi, président de l'ECID, hausse le ton et promet de barrer la route à cette démarche aux côtés de la population. Peuple congolais, Monsieur Félix Tshisekedi
joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme à Kisangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection, qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%, qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Monsieur Tshisekedi, il parle de l'article 217. Mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient de démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Ce n'est pas lui qui a amené le pays à l'EAC. C'est lui qui a fait adhérer le pays à l'EAC. C'était quoi l'EAC? Est-ce qu'il a compris les conséquences? À l'EAC, c'est là où certains pays africains pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Pas la Constitution. Qu'il me cite un seul article de la Constitution qui l'empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd'hui par le M23. Qu'il me donne un seul article qui lui permet d'encourager la corruption, de laisser les deniers publics être volés par n'importe qui. Qu'il me donne un seul article qui l'empêche d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Un seul. Non, ça n'existe pas. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc je suis avec vous et avec vous, nous allons lui barrer la route. Qu'il sache et, comme on dit en français, à bon entendeur, salut. Et on change de chapitre à présent. Double cérémonie le dimanche 17 novembre 2024 dans le diocèse de Goma, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Il s'agit de la célébration du 65e anniversaire de ce diocèse et de 50 ans de l'épiscopat de Monseigneur Faustin Ngabou, évêque émérite de ce diocèse. C'est au cours d'une messe organisée à l'esplanade du sanctuaire d'adoration de la cathédrale Saint-Joseph et qui a réuni plusieurs invités. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été représenté par le ministre d'État chargé du budget, Aimé Boji. Les détails dans cet élément. Un dimanche particulier et mémorable le 17 novembre 2024 pour le diocèse de Goma, situé dans la ville qui porte le même nom, en la province du Nord Kivu. Le chrétien catholique de ces diocèses, la notabilité provinciale et les délégations venues des pays voisins ont répondu présents à ce rendez-vous dominical. Ils étaient venus remercier Dieu pour les 65 ans d'existence de ce diocèse et communier avec l'évêque émérite Monseigneur Faustin Ngabou, qui a fêté ses 50 ans d'épiscopat. Au cours de cette célébration eucharistique, le gouverneur militaire de la province, le général-major Peter Chirimwami, a salué le partenariat entre le gouvernement congolais en général et la province du Nord Kivu en particulier et l'Église catholique, matérialisée par l'implantation des œuvres sociales en faveur de la population congolaise. Le diocèse catholique de Goma, un des 48 diocèses qui constituent l'Église catholique en République démocratique du Congo, dans sa mission évangélique et apostolique, reste un partenaire de taille du gouvernement congolais en général et de la province du Nord Kivu en particulier.
Conscient des difficultés auxquelles la population de la province du Nord Kivu est confrontée à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire et au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi, le ministre d'État chargé du budget, Aimé Boji, a félicité l'Église catholique de Goma pour sa contribution à travers ses services pour le bien-être de la population. Il a apporté la contribution financière du président de la République pour le lancement des travaux de la construction de la paroisse Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, il nous a été rappelé dans l'homélie de ce jour que la construction de notre diocèse n'est pas l'apanage des seuls évêques et prêtres, mais c'est l'affaire de nous tous. C'est dans cet esprit que le président de la République, chef de l'État, nous a confié une enveloppe consistante en guise de sa contribution pour matérialiser l'œuvre des dieux, particulièrement pour le lancement des travaux de la paroisse Saint-Esprit. Il offre aussi à notre paroisse un moyen de locomotion, une belle Jeep pimpante neuve, dont j'ai le privilège de vous remettre les clés de démarrage pour vous permettre de poursuivre votre itinérance à chaque fois que de besoin pour perpétuer l'œuvre de l'Église. Très flatté par le geste posé par le président de la République, l'évêque du diocèse de Goma lui a remercié pour cette contribution à l'œuvre de Dieu. Je m'en voudrais de tout cœur de ne pas dire un merci sincère au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les 2 cadeaux qu'il vient d'offrir à ce diocèse. D'abord, la Jeep, pour nous permettre l'itinérance. Mais comme vous savez, nous sommes toujours limités dans notre itinérance maintenant, puisqu'on ne peut pas nous rendre dans la zone encore occupée aujourd'hui par la rébellion de M23. Je vous remercie aussi pour l'enveloppe. Je crois que je ne trahirai pas ici la discrétion du ministre d'État, que dans cette enveloppe que vous avez vue, il y a $100 000. Le diocèse de Goma est une juridiction de l'Église catholique romaine dans la province du Nord Kivu. Il a été créé le 10 novembre 1959 et compte 28 paroisses. En ce qui concerne Monseigneur Faustin Gabou, il est âgé de 89 ans et a passé 36 ans à la tête du diocèse de Goma en tant qu'évêque sur les 50 ans de son épiscopat. Le rappel des titres à présent. À la une de ce journal, dans l'optique de redynamiser et réchauffer les relations entre la RDC et le Canada, en particulier dans le secteur économique, la première ministre Judith Suminwa séjourne depuis le dimanche 17 novembre à Ottawa, au Canada, où elle prendra part à la conférence Africa Accelerating 2024 qui ouvre ses portes ce lundi 18 novembre 2024. Procès forage et lampadaire. Lors de la reprise de l'audience ce lundi 18 novembre 2024, les avocats de François Roubota, ancien ministre du Développement rural, ont soulevé une exception d'incompétence matérielle de la Cour de cassation. Selon eux, cette juridiction n'est pas habilitée à juger leurs clients pour les faits reprochés qui relèveraient du tribunal de grande instance. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a marqué de son empreinte la relance industrielle du Haut-Katanga en inaugurant le dimanche 17 novembre la nouvelle usine de la compagnie minière Kiko à Kipushi, à 30 km de Lubumbashi. Cette cérémonie solennelle met en lumière la détermination du gouvernement congolais à redynamiser le secteur minier et à solidifier les partenariats entre entreprises publiques et privées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.